Bougagnaré de Arte Média. Ma question s'adresse notamment à Monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique. Donc concernant les chiffres qu'il a évoqués tout à l'heure, et vous vous êtes prononcé sur le taux de croissance qui est de 7,6%. Ma question est que comment pouvons-nous vérifier cette donnée et dans quel support avez-vous mis ces données pour que les Maliens puissent s'en approprier? Merci. Bonjour à tous. Ma question s'adresse notamment à Monsieur le ministre de la Communication. Vous disiez que le Mali est aujourd'hui sur la scène internationale, la diplomatie malienne est plus active. Et moi qui travaille dans ce domaine, je suis aussi malien et on a l'impression que cette diplomatie est encore molle. On attend toujours des communiqués qui viennent en retard. Est-ce que vous avez... Comment pouvez-vous améliorer cette diplomatie, la communication, justement? Est-ce que vous avez des idées? Bonjour à tous les conférenciers. En fait, ma question est un peu plus simple, elle s'adresse à tout le monde. On avait cru que la signature de l'accord de paix allait mettre terme aux affrontements. Mais on a constaté que depuis, il y a eu 2 affrontements. Qu'est-ce qui explique un peu ces affrontements entre les belligérants qui ont dûment signé l'accord de paix? Et je me demande encore, est-ce qu'il y a eu au niveau du comité de suivi de l'accord un processus pour pouvoir mettre terme à ces affrontements au risque de saper le processus de paix? C'était ça ma question. Merci à vous. Et ma question, mes 2 questions ont été abordées, mais je pose autrement la question. À quand le désarmement? Et quelle est la place de la communauté internationale dans cet aspect du jeu? L'insécurité grandissante, aujourd'hui, un homme peut se faire tuer par un bandit à cause d'une moto. L'insécurité alimentaire, avec des pommes de terre frelatés, ces ministres-là, on les laisse, ils font ce qu'ils veulent. Notre système scolaire en décadence complète. Vous avez tous vu les résultats de l'EDF et de nos baccalauréats. Donc je voudrais bien que vous m'expliquiez pourquoi le Mali est dans cette situation. Les problèmes qui se preuve à Yélimane actuellement, le gouvernement malien est au courant, oui ou non, entre les élus locaux et les populations de Yélimane. Si oui, quelle est la réaction du gouvernement malien? Merci. Et ma question s'adresse au ministre Konaté, puisqu'elle porte sur un des aspects des accords de paix. Cet aspect concerne la notion d'Azawad. L'Azawad, je cite, c'est pas de mémoire, mais je crois que fidèlement, est reconnue comme étant une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique, ce qui correspond tout à fait aux revendications politiques des ex-séparatistes du mouvement national de libération de l'Azawad. Alors, n'avez-vous pas eu crainte, au moment des négociations, de cautionner une imposture historique et une forfaiture politique, compte tenu du fait que l'Azawad n'a jamais eu de réalité politique? Et je fais le lien maintenant avec le Front de libération du Massina, qui, lui, peut se prévaloir d'une antériorité historique, puisqu'il existait le royaume du Massina, dirigé par Sékou Abadou au XIXe siècle. Donc ça peut donner des repères et puis aussi des références. Vous reconnaissez une entité politique qui n'existe pas, donc, mais que ce qui se passe actuellement dans le Massina, je crains quand même beaucoup de choses. Et la deuxième chose que je voudrais aussi poser comme question, pourquoi ces accords de paix n'ont pas fait l'objet d'un débat au sein de l'Assemblée nationale? Le pays, le Mali est un État démocratique. L'Assemblée nationale incarne aussi le peuple malien. Pourquoi il n'y a pas eu de débat au sein de l'Assemblée nationale? Merci. Merci. Que toutes les informations nécessaires étaient disponibles sur les différents sites internet des différents ministères de la République du Mali. Étrangement, sur le site du ministère de la Communication, Mahamadou Camara est encore ministre de la Communication. Donc je ne sais pas si votre page est encore à jour. Seconde question, quel est son projet d'avenir pour l'ORTE? Merci. Merci. De me donner sur
un support papier les réalisations les plus importantes qui ont été faites depuis 2 ans. Et vous imaginez que sur les 30 et quelques ministères, c'est des piles de papier que j'ai eu. Et je sais qu'en voulant rendre compte de tout cela, on aurait exactement eu l'effet contraire. Parce que si je devais vous rendre compte de tout ce que les ministères ont écrit, ça allait vous amuser. J'ai donc pris les chiffres les plus marquants du point de vue de la communication pour vous les rendre. Ce qui est certain, c'est que la plupart des ministères aujourd'hui ont des sites internet sur lesquels il y a ces informations. Si ce n'est pas le cas, je ne m'étais pas posé la question en réalité parce que pour moi ça va de soi. Les informations qui sont communiquées au niveau du gouvernement aujourd'hui sont sur le site gouvernemental et sur les sites des ministères. Voilà ce que je pourrais dire. Pourquoi y a-t-il mention de l'Azawad dans l'accord? Vous verrez que l'Azawad n'est mentionné dans l'accord qu'au début et dans un article où il est dit qu'une conférence d'entente sera organisée pour expurger complètement le terme de l'Azawad. Pourquoi on a parlé de l'Azawad dans cet accord? Mais c'est parce que tous les accords précédents, y compris celui de Ouagadougou, parlent de l'Azawad. Il était donc difficile d'ignorer des accords que nous avons signés dans lesquels on parle de l'Azawad. Voilà la raison. Maintenant, la conférence d'entente pourra régler définitivement cette question-là. Je ne crois pas que le fait de parler de l'Azawad peut nous amener vers un risque vraiment et de manière directe par rapport à ce qui se passe actuellement au Massina. Ça peut, si on est faible. Et ce n'est pas une faiblesse militaire, c'est une faiblesse intellectuelle et de conviction. Vous savez, je connais le Massina. Quelqu'un ne peut pas se prévaloir de ramener la dîna au Massina quand il ne fait même pas ses prières régulièrement. Il y a certaines choses qu'il faut qu'on puisse se dire aussi quand on discute. Je ne pense pas au Mali le risque de voir cette position du Massina prospérer au point qu'elle puisse créer les difficultés que nous avons connues avec l'utilisation de l'Azawad. Vous savez, historiquement, l'utilisation de l'Azawad a été une concession que certains des membres du groupe armé qui à l'époque s'est prévalu de l'Azawad, que certains membres ont fait à d'autres. Parce que l'Azawad, vous connaissez très bien, vous êtes un ami du Mali, vous êtes un chercheur qui connaissait très bien le Mali et le problème malien. Votre connaissance du Mali et des problèmes maliens nous a aidés au moment les plus critiques pour faire que certaines lubies ne prospèrent pas ici en Europe. Je voudrais vous en remercier. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand les gens ont voulu prendre l'Azawad pour appeler le mouvement Azawad, ceux qui étaient de la région de Kidal et autres avaient refusé. Ils ne voulaient pas de ce terme parce que Azawad, ça veut dire une cuvette qui est dans la région de Tombouctou, qui est par exemple à Arawan. Ils n'acceptaient pas qu'on prenne ce terme pour baptiser leur mouvement comme cela. Mais finalement, ce terme a acquis dans l'histoire de la rébellion ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, quand on a discuté de cette question, personne n'a accepté que ça pouvait représenter un territoire, encore moins un espace politique. Ça a été absolument refusé. Mais l'accord a dit quoi?
qu'on peut considérer ça comme une entité culturelle, psychologique et autres. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais que ce terme ne pourrait être utilisé qu'à l'issue d'une conférence d'entente qui allait discuter de ça, de la compréhension et de l'extension du concept. Maintenant, on va à la conférence. Que ceux qui pensent que ça a un contenu politique viennent le présenter. À d'autres qui pourront infirmer cela. Et on ira vers une conclusion qui devra sceller définitivement le destin de ce terme. Le destin de ce concept. C'est cela. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui avec Amadou Koufa et ses hommes, c'est une instrumentalisation de ces gens par Al-Qaïda. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Ça ne devrait pas prospérer au Mali parce que le Mali est quand même un pays d'islam. C'est ce qui a été dit même aux gens du Boujao quand ils sont venus à Tombouctou. Ils ont voulu imposer un certain nombre de choses à Tombouctou, y compris ne pas appeler la prière par les haut-parleurs. Dans sa grande sagesse, l'imam Sabouti leur a dit qu'il était d'accord avec ce qu'ils lui demandaient. Mais il souhaitait, étant homme de Dieu, qu'il lui montre dans les Écritures où est-ce que c'est interdit. Ils ne sont plus revenus. Et Tombouctou a continué à appeler à la prière par les haut-parleurs. Il y a eu beaucoup de résistance, mais il y a eu aussi beaucoup de faits qui ont concouru pour que l'État s'effondre aussi rapidement et aussi facilement. Nous sommes en train de repartir de ça. Nous voulons refonder un État sur des bases absolument vraies. Et pour ça, il y a plusieurs choses. Vous avez démontré comment l'intellectuel peut aider à se battre pour la vérité. Il appartient aussi aux intellectuels maliens de se battre pour la vérité. Quand l'intellectuel se bat pour la vérité, il n'utilise pas des armes. Il utilise les outils intellectuels qu'il a pour démontrer que la force n'est pas nécessairement dans les muscles, mais que la force est parfois dans le cerveau. C'est ce qui nous différencie des autres espèces animales dont nous sommes issus. Moi, je pense sincèrement que l'Azawad, il faut laisser le temps à la conférence d'entente. Mais que ceux qui savent viennent et qu'ils disent ce qu'ils savent dessus. Parce qu'il y aura toujours des gens, l'histoire du savoir a souvent été ça, il y a des marchands d'illusions qui vont venir donner un contenu et même une historicité à quelque chose qui est un espace de pâturage. C'était le seul moyen de briser une cohérence que tous les textes qui ont été signés jusqu'à présent ont reconnu. Dans tous les textes signés, vous pouvez les reprendre, il est indiqué là-dedans que certains appellent Azawad. Dans les accords, ça n'existe pas. Donc, c'est une avancée, mais il fallait qu'on convienne de ce que, en se réunissant, on sortirait de ça. Maintenant, il y a certaines questions qui ont été posées, notamment par Bourlaï, que j'ai plaisir à retrouver ici. Je ne vous savais pas en France. Vous avez demandé à quand le désarmement. Nous sommes maintenant médiateurs internationaux, gouvernements et mouvements armés d'accord sur le fait qu'il faut aller très très vite au désarmement. Il faut aller vers le cantonnement et le plan de règlement indique ça. Mise en place des mécanismes opérationnels de coordination, mise en place des patrouilles mixtes et cantonnement. À l'heure qu'il est, 8 sites ont été retenus.
Il s'agit maintenant de les aménager et de cantonner le plus rapidement possible. Tout le monde a convenu sur le fait qu'il faut aller au cantonnement le plus rapidement possible. C'est la seule solution et on ira vers ça. Vous avez dit pourquoi nous voulons faire des médiations à l'extérieur du Mali. Nous avons achevé une médiation. Toutes les autres médiations avaient été faites à l'extérieur du Mali. Ouagadougou a eu sa continuation à Alger avec ce que le président a dit quand il a commencé à parler de ça. On peut continuer à négocier à l'extérieur, mais on signe au Mali. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, il est clairement indiqué, le CSA se réunit au Mali. Les accords, c'est maintenant au Mali, on n'en parlera plus à l'extérieur. Le CSA se réunit au Mali. Aucune réunion ne pourra se faire hors de Bamako, sauf si le gouvernement en décidait. Et nous sommes dans cette mouvance aujourd'hui. Je crois que ce que vous avez dit, on va vers ça. Oui, le Mali est un pays de dialogue, mais le Mali est aussi un pays de vérité. Le dialogue, on dit oui, mais on ne peut pas accepter un dialogue qui ne finit pas. Et il y a des choses dont on ne doit pas discuter. Comment bien c'est la force? Faut qu'à fort, qu'elle s'attire à la lèvre. Ok, c'est la force. On dit d'abord, on reconnaît tous d'abord qu'on est tous dignes, fils de filiation digne. Après, on s'assied, on discute. Et c'était ça. Cela, c'était l'intégrité territoriale du Mali. C'était la forme républicaine, laïque et démocratique du pouvoir. Une fois que ça s'est accepté, le gouvernement a dit qu'il est d'accord pour discuter. Et dans tous les documents, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le préalable ayant été acquis, on ne discute plus de savoir si tel est malien ou il n'est pas malien, s'il est azawad ou il est autre chose. On est tous maliens puisqu'on a tous signé et maintenant on va de l'avant dans la mise en œuvre. C'est vraiment ce que je voulais vous répondre. Monsieur Diallo a parlé de la question des écoles et c'est Diané. Ah bon, monsieur Diané, excusez-moi. Il a parlé des questions liées à nos performances au niveau de l'école et autres, et au fait que malgré certains manquements, on ne voit pas de sanctions qui tombent. Par rapport aux sanctions qui tombent, vous comprenez que moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vous demande simplement de regarder et on se parlera après. Regardez simplement et on se parlera après. L'école, ça ne date pas de maintenant. Ça date de depuis longtemps. Nous avons tous regardé faire. La sécurité, ça date de moins longtemps que l'école, mais là aussi nous avons regardé faire. C'est ce que nous disons à tous ceux avec lesquels nous parlons. La sécurité aujourd'hui, vous ne pouvez pas la régler au Mali si chacun ne prend pas sa responsabilité. Les communautés doivent prendre leurs responsabilités. Si la vigilance s'établit, on ne pourra plus avoir des cas d'insécurité tels qu'on en connaît aujourd'hui. Les gens procèdent comment? Ils sont à moto ou à pied. Ils infiltrent une ville ou un village ou autre. Mais s'il y a la vigilance, on peut identifier que tel étranger est rentré à tel moment donné. Un pays l'a fait à côté de nous et ça a beaucoup marché. Ça a lutté contre l'insécurité. Tout étranger qui venait devait avoir dans la localité un garant. Et les étrangers sont signalés. Quand ils partent, c'est signalé. Aujourd'hui, chacun se dit, ce n'est pas mon problème. Ça aussi, il faut le dire entre nous au Mali. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de défaillance. Mais ces défaillances vont être corrigées.
on n'a plus le choix. Les défaillances vont être corrigées. Le ministre Maïga vous a parlé tantôt de la loi de programmation militaire. Mais la loi de programmation des forces de défense et de sécurité a entre autres objectifs ça. Mais avant cela, ce que chacun de nous doit faire, il doit le faire. Si chacun fait ce qu'il doit faire, il y a des choses qui ne seront pas possibles. Est-ce que je crois qu'on a des raisons d'espérer. Vraiment. On a des raisons d'espérer. Vous avez parlé de la situation sanitaire. La situation, je prends la situation sanitaire d'abord. C'est vrai qu'elle n'est pas très bonne, mais elle n'est pas mauvaise. Le Mali a connu Ebola. Le Mali en est sorti sans aucun cas qui puisse prospérer à l'intérieur. Ce n'était pas évident. Moi, je suis du secteur. Ce n'était pas évident. C'est une maladie excessivement contagieuse. Et c'est une maladie qui décime en centaines, voire en milliers la population. Comment est-ce que cette maladie a pu rentrer? Surtout rentrer dans une clinique à Pasteur et qu'on ait eu le nombre de morts circonscrits. Ça veut dire que le système, d'accord, il n'a pas la performance que nous souhaitons, mais il n'est pas mauvais. Vraiment. Ne rasons pas les murs par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer. On doit améliorer. Il y a la faiblesse d'un système de santé, la faiblesse d'un système alimentaire et autres. Ça va de pair aussi avec le niveau de pauvreté. Il faut lutter contre la pauvreté extrême et le Mali est en train de le faire. On ne veut pas être diverti par ceux qui ne veulent pas la paix. Voilà pourquoi on pense aujourd'hui que la question de la paix, il faut la résoudre définitivement. Mais je vous assure qu'il y a des raisons d'espérer et que certaines choses pourront changer de manière très fondamentale. Moi, je m'occupe du secteur, par exemple, de l'insécurité alimentaire. Mais je peux vous dire qu'on intervient de manière fondamentale, on intervient. On aide les gens à ne pas continuer à vivre de la pauvreté, à vivre de l'assistance alimentaire et autres. Mais ces choses-là, il faut mettre le plus difficile là-dedans, c'est de convaincre les gens qui peuvent sortir de la pauvreté. D'abord, personne n'aime qu'on dise qu'il est pauvre. Mais celui qui est pauvre ne veut pas que vous veniez lui dire qu'il peut sortir de la pauvreté. Si vous lui dites ça, il vous dit très clairement, comme on sait bien le dire chez nous, comme ça, ni bien son, ni bien son, c'est gagné pour moi. Mais on va en sortir là aussi. La première chose, c'est l'école à ce niveau-là. C'est le travail que le ministre Chogel vous a dit, à quel niveau on est en train d'aller quand même pour les emplois sûrs. Je dois dire que c'est des choses qui sont vraies quand même. Même si le ministre Camara, qui a été ministre de la Communication, est encore sur le site, il va en partir très très rapidement. Soyez-en sûrs. Mais il restera ministre. Le ministre Chogel vous répondra. Pour Yélimane, le problème nous a été soulevé par un de vos compatriotes de Yélimane quand nous étions à Alger. Il a été demandé au ministre de l'Intérieur d'examiner le problème exactement et de voir les solutions qui doivent être données. Le ministre est là-dessus. Si certains de Yélimane qui sont là, je vous sais très actifs, si certains de Yélimane qui sont là m'écoutent, attendez les conclusions de cela. La situation ne restera pas une situation impunie. Croyez-moi. Merci. Merci bien. Je crois que monsieur le ministre a parlé de l'essentiel. Moi, je vais juste parler de la question qui me concerne personnellement. En réalité, je crois qu'il y a une erreur.
Le site du ministère sur lequel il y a l'image de l'ancien ministre, c'est son profil sur Facebook. Installé lors de l'élaboration du projet Mali 2020, qui avait commencé quand il était au ministère. Sinon, si le site officiel à la date d'aujourd'hui, c'est bien l'image du ministre actuel. Je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce que cela apporte au débat, mais si c'était pour piéger le ministre, je crois que c'est mal parti. Loin de là mon intention, monsieur le ministre, je ne me permettrai pas, mais je peux vous... On a tous une connexion Internet ici aujourd'hui, tout le monde peut vérifier qu'aujourd'hui, il y a sur votre site, non mais parce que là, vous êtes en train de dire que je suis en train de mentir, mais c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Non mais il répond pas à ma question. Vous avez dit mon chargé de communication avec moi, je viens d'une réunion d'Addis Abeba. Monsieur, ça fait 3 mois que je parle de votre site. Depuis que je parle de votre site qui est pas mis à jour. S'il vous plaît, madame Sissoko. De toute façon, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être entre nous, parce que ça n'apporte pas grand-chose au débat. Moi, je vous suggère... Oui, si, parce que vous avez dit au préalable, que toutes les informations étaient disponibles sur votre site, alors que votre site n'est pas à jour. Là, il y a le problème. S'il vous plaît, vous n'avez pas bien écouté. Mon collaborateur vous a parlé des emplois, des logements sociaux à la mettre en place. S'il vous plaît, j'ai bien précisé que j'ai 2 sources d'information. Ceux qui étaient là peuvent témoigner. Il y a les comptes rendus qui sont faits par les ministres, le Conseil des ministres. La première source. La deuxième source, j'ai précisé qu'avant de venir, j'ai demandé aux différents ministres de me donner des informations. Ils m'ont envoyé une pile de dossiers. Je vous disais d'ailleurs que la lecture de ces dossiers allait vous ennuyer. C'était mes 2 sources. Et j'ai ajouté que j'imagine que chaque ministère a ces informations-là sur son site. Est-ce que c'est bien ce que j'ai dit à la salle? Bon, maintenant, vous savez, dans les débats politiques, il y a beaucoup d'attrape-niveaux. Moi, je ne suis pas habitué à ça. En tous les cas, on pourra s'approcher pour parler de ça. Le site, j'ai mon chargé de communication qui m'a montré des images. Je viens d'une conférence à Addis Abeba. S'il y a des insuffisances, c'est des choses qu'on peut corriger. Mais ce n'est pas le plus important. Le débat aujourd'hui, c'est de parler de l'accord, pas des ministres. Il n'a pas répondu à ma question. Il n'a pas répondu à ma question. Le débat, c'est de parler de l'accord et du bilan du président Kita. Je ne suis pas venu pour parler de moi-même. Excusez-moi, je ne le souhaite pas d'ailleurs, parce que ce n'est pas pour ça qu'on va marquer. Si c'est pour parler de moi-même, bon, mon déplacement n'a pas d'intérêt. Concernant ce qui s'est passé à Yélimani, vous savez, c'est des questions. Je suis certain que les ministres qui ont vocation à connaître ces dossiers, notamment le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité, les connaissent. Ce n'est pas forcé que le ministre chargé de la Communication connaisse tous les dossiers qui sont traités au niveau du gouvernement. Et d'ailleurs, souvent les ministres de la Communication se trompent en pensant qu'ils doivent parler de tout. Le ministre de la Communication, s'il est porte-parole du gouvernement, il s'exprime sur ce sur quoi le gouvernement estime qu'il doit donner son opinion. Il y a des ministres qui ont pensé que chaque fois qu'ils ont envie de parler, bon, il faut qu'il appelle la presse pour parler. Moi, je connais un ministre qui a fait cela il y a quelques années. Le lendemain, il a été demandé de ne plus jouer le rôle de porte-parole. Le porte-parole du gouvernement s'exprime sur les sujets sur lesquels le gouvernement lui demande de s'exprimer. Par exemple, aujourd'hui, l'occupation d'Anefis par la CEMA, le gouvernement a demandé de s'exprimer là-dessus. Donc, vous voyez, je fais des va-et-vient. C'est parce que je suis en train de rédiger un communiqué au nom du gouvernement qui va passer ce soir. C'est ça le rôle du porte-parole. Maintenant, sa personne, c'est pas aussi... S'il y a des insuffisances dans sa gestion, on peut le dire et puis les corriger. Je crois que ce serait une erreur de focaliser mes interventions sur ma personne et ce que je fais. Il y a le ministre Konaté l'a dit. Moi, j'étais en train de vous parler de la situation dans laquelle le pays était en 2013 et dans laquelle il est sur le plan sécuritaire. On veut nous distraire
certainement le gouvernement malien allait être distrait, tellement distrait par la question du Nord qu'il allait oublier toutes les autres questions de développement. C'est pour ça que j'ai insisté pour vous montrer que sur tous les éléments d'appréciation du développement économique et social, toutes choses égales par ailleurs dans la sous-région, notre pays a fait d'importants progrès pendant ces dernières années. C'est ça le plus important, c'est ce méthode pédagogique que je voulais vous montrer. Il trouve un taux de croissance presque égal à 0, il est à 5 aujourd'hui. Il trouve un pays où on se pose la question, est-ce qu'en fin de mois on peut payer les salaires? Aujourd'hui, je vous dis que les salaires sont payés, il y a des réserves de plus de 3 mois. Il trouve un pays où la dette intérieure écrasait tous les opérateurs économiques. Tous ceux qui ont des parents qui sont les petits commerçants, les fournisseurs de l'État, ils étaient pratiquement sur les carreaux. Aujourd'hui, il n'y a pas un franc de dette intérieure. Il trouve un État où la dette extérieure menaçait pratiquement la cessation de l'appui des partenaires au développement. Il n'y a pas un franc de dette extérieure aujourd'hui. Il trouve un pays où pratiquement l'espoir était perdu sur les questions d'emploi. On dit qu'il y a 72 000 emplois qui ont été créés. C'est les informations fournies par les ministères compétents. Il trouve un pays occupé. Pourquoi? La réalité, c'est parce qu'on a failli sur le plan de la défense et la sécurité. La leçon a été tirée, une loi d'orientation de programmation militaire a été votée, elle est en train d'être mise en place. Objectif, équiper l'armée, former, l'entraîner pour que, et pendant le processus de la mise en œuvre de l'accord, et après, plus jamais le peuple malien ne reconnaisse ça. C'est ça que j'ai voulu vous montrer, qu'on ne nous a pas distrait, on n'a pas distrait le président Keïta par les questions du Nord pour oublier les questions de développement économique et social. Au niveau de l'Union africaine, depuis des années, il avait été demandé d'assurer la sécurité alimentaire des populations. Des chiffres ont été recommandés aux différents États. Aujourd'hui, le Mali est l'un des rares, sinon le seul État où, sur l'instruction du président de la République, le budget concernant l'agriculture est à 15% du budget national. Voilà des indications que je voulais vous montrer pour dire que le président s'attaque en même temps qu'il cherche à résoudre le problème du Nord, qui est un problème complexe, avec des intérêts géostratégiques tellement entremêlés qu'il faut énormément de vigilance. C'est pourquoi, dans un de ses discours célèbres, il a dit que les Maliens ne sont pas dupes par rapport aux vrais enjeux qui se cachent souvent derrière la question du Nord. Mais on ne peut pas tout dire sur la place publique. Il faut d'abord que les uns et les autres comprennent. Et donc, pendant que la bataille se mène sur ce front, l'armée se reconstruit, l'économie se reconstruit, le pays se met en marche, les réformes institutionnelles, les réformes qui doivent mettre l'État en marche sont en cours. C'est ce qu'on a voulu vous montrer. Il n'est pas rare, il n'est pas fréquent de trouver les pays en guerre en Afrique, comme le cas du Mali, où les 2/3 étaient occupés, où jusqu'à présent, sur une partie du territoire national, l'autorité de l'État ne s'exerce pas comme il faut, où des performances, comme je viens de citer, sont obtenues. Vous avez le produit intérieur brut pour la première fois en 2015, ça va atteindre 6 000 milliards. Les autres années, la mobilisation intérieure, c'était entre 500 milliards, 600 milliards. On est à 1000 milliards pour la première fois. Pendant que le gouvernement gère la crise. Voilà les éléments que j'ai voulu vous montrer pour dire que le pays est quand même en marche. Maintenant, quand on rentre dans les détails, on trouvera toujours à redire. Il y aura toujours à critiquer. Et c'est normal d'ailleurs. C'est pourquoi lorsque ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, ils critiquent, il y a des gens qui disent mais il faut répondre à l'opposition. J'ai dit mais l'opposition est dans son droit. Il y a un statut de leader de l'opposition. Une loi qui a été votée sous le président Keïta. On en parlait depuis des années. Le dirigeant de l'opposition aujourd'hui est institutionnalisé. C'est un acquis, c'est une réforme qui a été faite. Ce n'est pas dans tous les pays africains que vous trouvez cela. Donc c'est des acquis qu'on ne peut pas nier. Maintenant, à côté de ces acquis, il y a des insuffisances. Il y a des attentes déçues auxquelles le gouvernement doit s'attaquer en étant à l'écoute des populations, en étant à l'écoute des partenaires, en étant à l'écoute y compris de l'opposition. C'est ça le rôle que nous jouons. Et c'est pour cela que je vous dis que c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accepté nous avons été d'être désignés à côté de mon aîné Konaté pour venir vous donner ces explications.
Et les débats dessus vont continuer dans la presse malienne demain. Peut-être ce qui fera la une d'ailleurs demain, c'est que le ministre lui-même n'a pas de site. Bon, vous savez, ça allume souvent, mais le plus important. Merci beaucoup.